Guten Abend, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée électorale historique marquée par ces deux événements, la victoire écrasante du Rassemblement national en France et cette conséquence, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Oui, effectivement, le résultat français aux élections provoque un véritable séisme politique. Comment va réagir le reste de l'Europe à cette annonce de dissolution de l'Assemblée nationale? Au cours des 90 minutes à venir, nous allons apporter des réponses du point de vue français et européen et nous allons vous présenter les dernières projections dont la plupart vont tomber en direct pendant l'émission. Les candidats tête de liste réagiront également au scrutin dans leur qui vient et nous rejoindrons nos correspondants à Bruxelles qui recueillent l'ambiance et les premières réactions et retrouveront nos collègues de Varsovie et de Rome pour comprendre les conséquences de ces élections depuis le siège électoral des post-fascistes frères d'Italie. Nous avons avec nous une armada de 18 interprètes pour la compréhension linguistique. Marie. Et puis évidemment, Nazan et moi sommes accompagnés pour analyser ce nouveau Parlement et les différents événements de la soirée. Avec nous sur ce plateau, Laurent Varlouzet, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire européenne à l'université Paris-Sorbonne. Catherine Clever-Ashbrook, politologue germano-américaine à la Fondation Bertelsmann. Célia Belin, bonsoir. Directrice du bureau parisien du Conseil européen pour les relations internationales. Et Piotr Bourras, bonsoir. Vous êtes son confrère finalement puisque vous êtes vous au bureau de Varsovie en Pologne. Vous allez nous aider à comprendre les bouleversements à l'intérieur de l'Europe, mais aussi les défis internationaux qui nous attendent. Merci à tous les quatre. Et puis tout au long de cette émission, nous allons encore recevoir des résultats et c'est l'homme des chiffres qui va s'en charger, notre analyste data François Hublé. Bonsoir, vous êtes également rédacteur en chef du bulletin des élections de l'Union européenne. Bonsoir François, et on va commencer tout de suite François avec ce résultat en France. Je vous laisse commenter et présenter les chiffres. Oui, alors ce résultat qui a provoqué le tremblement de terre qu'on connaît désormais, c'est celui-là. Le Rassemblement national, le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella qui arrive en tête avec 31,5% des voix. En deuxième position, l'alliance autour des partis de la majorité d'Emmanuel Macron, Besoin d'Europe, avec 15,2%. En troisième position, l'alliance de centre-gauche, Place Publique, PS, avec 14%. En quatrième position, la France Insoumise, 8,7%. Ensuite viennent les Républicains avec 7,2%, l'alliance du parti Reconquête d'Éric Zemmour avec 5,5% des voix, et puis ensuite les Verts, 5,2%, au-dessus de la barre des 5% nécessaires pour obtenir des sièges. Et puis, quant à lui, le Parti communiste et sa liste Gauche Unie ne passent pas la barre puisqu'il atteint seulement 2,5%. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ce qui s'est passé en France. J'ai envie de vous demander à tous les quatre, tout simplement, d'abord une première réaction à ce score écrasant du Rassemblement national. Célia Belin. Oui, c'est un choc, on l'a dit, encore que le score lui-même était attendu, les sondages l'annonçaient depuis longtemps, mais l'écart est vraiment très grand, c'est 2 fois plus, la liste de Jordan Bardella a 2 fois plus de points que la liste de Valérie Hayé, qui est celle d'Emmanuel Macron. Et il y a un double choc, parce qu'en fait c'est la décision d'Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences politiques en appelant à une dissolution de l'Assemblée et des nouvelles élections législatives qui provoquent en réalité un émoi considérable. Je crois qu'on a une réaction tout de suite. Oui, tout à fait. C'est le président Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale après le résultat du Rassemblement national. Il a dit vouloir redonner aux Français le destin électoral de la France. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines.
Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Voilà, Marine Le Pen qui annonce clairement qu'elle est prête à prendre les rênes d'un gouvernement. Laurent Varlouzet, cette dissolution, c'était la seule solution viable pour Emmanuel Macron ce soir? Sur un plan historique, je dirais que c'est quand même une rupture, puisque on a une espèce d'européanisation sans fédéralisation. Une européanisation au sens où le scrutin européen maintenant devient majeur, on le voit aussi avec les taux de participation qui sont supérieurs à ceux des législatives, et sans fédéralisation parce que les partis qui gagnent, c'est des partis qui sont plutôt méfiants, europhobes ou eurosceptiques. Et donc l'enjeu principal, ce sera de savoir si on continue vers une Europe un peu volontariste, plus sociale, environnementale, un peu Europe puissance, ou sur une Europe plus minimaliste, plus refermée sur elle-même, si les forces eurosceptiques et europhobes l'emportent. Mais ce choix, c'est un choix risqué que fait le président de la République ce soir de la dissolution, le pari. Oui, c'est un pari. Et comme ce que je voulais dire par l'européanisation, c'est que c'est aussi un pari européen. Macron, c'est sans doute un des présidents les plus européens. Et donc, il choisit de considérer que l'élection européenne n'est pas un scrutin secondaire, c'est un scrutin majeur. Et donc, il faut en tirer les conséquences au niveau national. Je pense que c'est la première fois qu'on considère que ces élections sont aussi importantes. Alors, il y avait déjà des signes. Par exemple, les têtes de liste étaient déjà des vrais députés européens, alors que dans les années précédentes, par exemple en 99, on avait eu Sarkozy contre Hollande, c'était plus des élections vraiment nationales. Là, on voit bien que historiquement, déjà depuis 2019, on était dans des élections proprement européennes, disons de premier plan, et là, Emmanuel Macron passe à un autre stade en faisant une élection vraiment fondamentale. Madame Kluivert-Hachbroek, une petite question, parce que du point de vue allemand, c'est vraiment une surprise. Le Rassemblement national a certes eu un très bon score, mais est-ce qu'on était obligé de prendre cette décision-là de la dissolution? Est-ce que c'était vraiment judicieux? Oui, si le résultat est bon, tous les partis ont maintenant 2 semaines et demie pour se préparer à ces élections. Alors, la France, actuellement, est en pleine fièvre, et dans ces cas-là, si cette fièvre se poursuit, eh bien, les électeurs iront voter massivement pour Marine Le Pen. Ou ça n'est pas le cas, on verra, mais c'est un jeu très risqué que Emmanuel Macron a déjà tenté. Donc, essayer véritablement de clouer le Front National véritablement le plus à droite dans le camp antidémocratique. Donc, le jeu est assez risqué parce qu'il en va de la stabilité. Et puis, évidemment, il y a tout le calendrier européen qui est remis en question parce qu'on pensait qu'on allait passer à une consolidation en Europe, mais maintenant tout cela va durer beaucoup plus longtemps et ça pourrait aussi être plus douloureux. Célia Belin, la participation a augmenté en France pour ces élections. Est-ce que ça a profité au RN et est-ce que surtout il peut encore espérer capitaliser pour des législatives qui s'annoncent là dans 3 semaines? Dans nos enquêtes d'opinion menées à travers l'Europe, on s'est rendu compte que les électeurs nationalistes et populistes étaient en fait les plus motivés à voter, et en grande partie parce qu'ils étaient convaincus que leur vote avait de l'importance et que cette élection était cruciale. Et on a vu au contraire un effondrement du côté des votes, par exemple, très progressistes, les votes des Verts, et ça se reflète très bien dans les résultats, où leurs électeurs disaient « je ne sais pas si j'irai voter, et si je vais voter, de toute façon, ça a peu d'importance ». Et donc, on voit bien qu'il y a eu une forte mobilisation. La mobilisation du camp nationaliste populiste à travers toute l'Europe, en France, c'est absolument flagrant. C'est aussi parce que se jouaient des enjeux nationaux, on l'a rappelé, qu'il y avait derrière cela l'envie de passer un message très net, soit en faveur du Rassemblement national, soit contre Emmanuel Macron, soit certains ont choisi la liste de Raphaël Glucksmann, celle des emmener Place Publique et les socialistes ensemble, qui a plutôt mieux réussi. Mais ça doit véritablement nous faire réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire pour la France, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Quel type d'Europe ces électeurs qui se sont dit ça a de l'importance, c'est important et je vais aller voter, quel type d'Europe veulent-ils réellement? Et ça, on est encore à un moment d'interrogation. On va essayer de se poser ces questions-là d'ailleurs tout au cours de cette émission.
Nazan, je crois qu'on a une réaction. Ouais. Absolument. Ce qui est frappant, c'est que les conservateurs français, les républicains, ne sont qu'à 7,2%, alors qu'en Allemagne, les conservateurs, les chrétiens démocrates de la CSU ont eu un très bon résultat et la chef de file des conservateurs européens, le PPE, c'est Ursula von der Leyen, et il y a quelques minutes, elle a pris position à Bruxelles. Ensemble, avec d'autres, nous construirons un rempart contre les extrêmes de gauche et de droite. Nous les arrêterons, c'est certain. Voilà, Ursula von der Leyen qui se place en barrage contre l'extrême droite. Je vous propose de découvrir tout de suite, je pense que nous avons les images, quelques images de ces journaux internationaux de l'Union qui font leur une sur, pour certains, la victoire du Rassemblement national et pour d'autres sur la dissolution prononcée ce soir par le président Macron. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on aille à Bruxelles où nos correspondants sont en place. On va retrouver Lionel Julien. Bonsoir Lionel, j'espère que vous m'entendez. Quelle réaction ce soir à Bruxelles à cette annonce d'Emmanuel Macron ? Bien écoutez, les réactions oscillent entre agacement, et c'est un euphémisme, et stupéfaction devant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors agacement, un député vert me disait tout à l'heure, c'est égomane, il ne pense qu'à lui, il est finalement anti-européen malgré l'affiche européenne. Ensuite, les libéraux évidemment veulent essayer de comprendre une libérale danoise me disait justement qu'il prend ses responsabilités et pour le RN, ça sera le moment, le RN devra prendre ses responsabilités et devra faire tomber les masques. Voilà. Après, sur ce qui est de la stupéfaction, il y a beaucoup qui ne comprennent pas cette décision, notamment une députée verte aussi qui me disait on sait ce que ça a donné en Allemagne en 1933. On ne met pas les fachos au pouvoir, même si on est un démocrate, on ne met pas les fachos au pouvoir. Voilà. Après, je viens de croiser Manfred Weber, le chef du parti du PPE et le chef du groupe parlementaire du PPE. Il m'a dit, je ne commenterai pas, mais en me faisant un geste de la main comme ça, voilà. Donc, voilà, il y a une sorte quand même d'incompréhension de cet acte ce soir, qui arrive aussi vite, qui n'est pas réfléchi, et puis aussi une stupéfaction, parce que finalement, ça fait une sorte d'effet de blast ici, où ça éclipse les résultats de ces élections européennes. Pourquoi faire? On ne sait pas trop. Voilà, pour l'instant, les réactions ici à Bruxelles. Merci Lionel pour ces réactions à Bruxelles. On vous retrouve tout au cours de cette émission. Nazan. Oui, et ce n'est pas qu'en France, mais aussi en Allemagne qu'il y a eu une véritable poussée de l'extrême droite. Comment les Allemands ont voté, François ? Alors les Allemands, ils ont mis en tête la CDU-CSU, le principal parti d'opposition donc de centre-droit, avec 30,3% des voix. Mais ils ont aussi mis en deuxième place l'AfD, donc le parti d'extrême droite avec 16%, et puis suivent ensuite les sociodémocrates avec 13,9%, donc le parti d'Olaf Scholz, et puis ensuite les Verts avec seulement 11,9% en quatrième position, ce qui est une défaite importante. Qu'est-ce que cela signifie pour les sociodémocrates, le parti du chancelier ? C'est un mauvais résultat. Évidemment, la coalition dans son ensemble, elle recueille à peu près un peu moins d'un tiers des voix, en fait. C'est un mauvais score pour les trois partis. Ça l'est peut-être, paradoxalement, un tout petit peu moins pour le SPD et nettement plus pour les Verts, qui perdent quand même énormément, qui perdent pas loin, alors pas tout à fait, mais ils ont 30 à 40% de leurs députés ce soir. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour la coalition. Ce qui est également intéressant, c'est que l'alliance Sarah Wagenknecht, la gauche radicale, arrive tout de suite à rentrer au Parlement européen. Je propose qu'on... Pardon. Oui, alors maintenant, nous retrouvons notre correspondant à Berlin parce que Emmanuel Macron n'a pas seulement secoué la France, mais aussi l'Allemagne probablement. Et je dis donc bonsoir à notre correspondant Kolja. Y a-t-il de premières réactions allemandes à l'annonce d'Emmanuel Macron ? Il n'y a pas eu de réaction directe au cours des 20-30 dernières minutes. La scène politique berlinoise, comme beaucoup en Europe, est surtout très surprise de la décision de Macron.
Les esprits, les cerveaux fument ici dans les chambres politiques berlinoises, mais il n'y a pas encore de réaction officielle. Merci Kolja. Et que signifie cette annonce d'Emmanuel Macron pour les relations franco-allemandes, pour la coopération franco-allemande? Le partenaire le plus important de l'Allemagne est affaibli, c'est très clair. Si Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, alors ça tombe sous le sens. Le président français n'a plus la force, la puissance qu'il avait encore il y a quelques années. Pour les Allemands, il faut voir sur le niveau de politique étrangère, par exemple, l'Allemagne, la France, on travaille en étroite coopération sur les questions de l'Ukraine, par exemple. Et maintenant, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui se fera côté français? Est-ce qu'on peut se reposer sur la France? Donc, on s'interroge aussi si, à terme, il faudra coopérer avec un gouvernement Rassemblement national. Pour ce qui est de la coalition feu tricolore, c'est impensable qu'il y ait une coopération en la matière. L'extrême droite a fortement progressé en France, mais l'extrême droite allemande, l'AfD, l'a fait également. Elle atteint la 2e place, donc c'est vraiment un virage à droite. Oui, tout à fait, mais il faut souligner une différence. 16% ou 16,5%, c'est les dernières projections pour l'AfD. C'est bien sûr un bon score pour l'extrême droite. Mais d'autre part, les 3 partis de la coalition feu tricolore, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, atteignent 30% environ, les conservateurs 30% également. La situation politique en Allemagne est donc tout autre. L'on pourrait dire que le centre est assez fort et les 16% pour l'AfD n'ont pas la même signification qu'en France. Bien sûr, partout, les gens se posent la question de savoir pourquoi les populistes de droite ont réalisé ce bon score malgré leur performance misérable pendant la campagne. Merci beaucoup, Kolja. Live de Berlin. Marie. Eh bien, pour Piotr Bouras, j'ai envie de vous demander, on parlait du moteur franco-allemand en grande difficulté, très affaibli en tout cas, avec le score du SPD et la situation du RN en France. On pourrait se dire que pour Vladimir Poutine, c'est une aubaine, cette élection européenne? Wen hat es nie geholfen? Pour bien comprendre, est-ce que vous pensez que ça rend service à Vladimir Poutine? Peut-être, sans doute. C'est vrai que le résultat du scrutin en France, c'est plutôt tout bénéfice pour Vladimir Poutine. Et ceci, en retour, constitue un vrai problème pour la politique étrangère européenne. Et surtout, cette absence de moteur fort qui semble résulter de cette élection, cette absence de cap clair, de boussole européenne, c'est quelque chose qui interpelle, qui doit interpeller et qui ne manquera pas de réjouir les adversaires, les ennemis de l'Europe. Les 2 États, la France et l'Allemagne, ressortent tellement affaiblis, les 2 leaders européens, en fait, le pouvoir dans les 2 États ressort tellement affaibli de ce scrutin européen que ça ne manquera pas d'avoir des effets, comme ma collègue vient de le dire, sur les semaines qui viennent, où il s'agira de déterminer les dirigeants, de choisir les dirigeants de la future, enfin les futurs dirigeants de l'Union européenne et la préparation de l'Europe à la prochaine échéance électorale aux États-Unis. Le futur président américain, c'est le gros dossier qui nous attend et évidemment ça fera plaisir à Vladimir Poutine sans doute et pour les Européens. C'est très préoccupant. Oui, en dehors de Poutine, il y a aussi Xi Jinping et puis tout cet axe de ces pays qui veulent un autre ordre mondial. Donc c'est tout bénéfice pour tous ceux qui disent que la démocratie, eh bien, c'est quelque chose qui a été développé il y a peu de temps par une minorité de pays, mais les autocraties et
les tendances impériales, elles existent sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Donc l'histoire des démocraties, elle est très courte, toute petite. Donc si en France, on a un gouvernement divisé, eh bien, ça risque d'être compliqué. Mais cette comparaison avec l'autocratisation au début de la Seconde Guerre mondiale, oui, effectivement, on peut y penser. La dernière fois, on a parlé de 1999 lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir pour la première fois en Autriche. À l'époque, on avait pu isoler, sanctionner l'Autriche. Et puis, on avait pu effectivement faire passer une loi très rapidement contre les discriminations au Parlement européen. Donc maintenant, ce sont des visions totalement différentes de l'Union européenne qui s'expriment et qui touchent à la capacité de l'Occident à protéger ses valeurs, son architecture occidentale, et évidemment est affaiblie par rapport à l'axe des pays autoritaires. Il y a deux projets globalement, une Europe des valeurs démocratiques, libérales. Alors là, on a vu avec, depuis les 5 dernières années, plus volontariste en matière de lutte contre le changement climatique, aussi de soutien à la guerre en Ukraine, la mobilisation après le Covid également, où il y a une Europe des valeurs, un peu ce que vous soulignez, une Europe minimaliste, une Europe plus autoritaire, peut-être plus nativiste, plus paternaliste. Là, en 1986, Pierre Bousquet, l'un des fondateurs du Front National, qui était un ancien SS, parlait de l'Europe nouvelle. Et il prenait l'idée, il faisait référence à l'Europe nouvelle de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc c'était l'Europe hitlérienne. Et il parlait d'une Europe de race blanche de Brest à Vladivostok. Alors je ne dis pas que c'est exactement la même chose aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a plusieurs projets d'Europe qui ont été défendus par l'histoire, et peut-être que certains sont encore d'actualité aujourd'hui. On va d'ailleurs parler de quelqu'un qui veut changer l'Europe. Absolument. C'est une très bonne transition. Une nouvelle Europe. Il y a quelqu'un d'autre qui en rêve aussi, Giorgia Meloni. Il est désormais 23h07. À 23h, les bureaux de vote en Italie ont fermé leurs portes et nous allons regarder les premières projections. Mais ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, c'est que les Frères d'Italie, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni, vont probablement gagner fortement en influence, et nous rejoignons notre correspondant à Rome qui se trouve au siège du parti des Frères d'Italie, donc le grand vainqueur de ce scrutin. Notre correspondant Gustave, est-ce que tu nous entends, Gustave ? Nous te voyons. Oui, tout à fait, je vous entends. Parfait. Petite question, Gustave, parce que je ne l'ai pas encore posée. Lors de la campagne électorale, Giorgia Meloni a répété son slogan « C'est l'Italie qui change l'Europe ». Visiblement, ce slogan a convaincu. Oui, nous attendons encore les premières projections. Les sondages à la sortie des urnes indiquent 26,5% pour Giorgia Meloni, ce qui est un résultat satisfaisant. L'objectif était de 26% pour Giorgia Meloni, mais ce serait une légère déception si c'était seulement 26%, en dessous de 30%. Donc ce serait une déception. Ce sera difficile pour Meloni de vraiment transformer l'Europe. Si l'on regarde les autres chiffres, les sociaux-démocrates, selon les sondages à la sortie des urnes, ils ont un meilleur score que prévu. Ils sont à 22% environ. C'est les sondages à la sortie des urnes de Sky News, suivis des mouvements 5 étoiles autour de 12,5%. L'Italie avait déjà eu ce glissement à droite il y a 5 ans avec Salvini qui avait obtenu 34% à l'époque. Et cette année, Salvini tombe sans doute au-dessous de 9%. Il est donc derrière Forza Italia. C'est l'ancien parti de Silvio Berlusconi. Donc, un glissement vers la droite en Italie, mais ce glissement est confirmé, mais il ne s'est pas augmenté. Merci beaucoup, Gustave, pour ces analyses. Les informations en direct de Rome. Laurent Varlouzet, cette large victoire, en tout cas confortable victoire de Giorgia Meloni, quel poids cela peut lui donner désormais au sein de l'Union ?
Ce qui est assez significatif dans une perspective historique, si vous me permettez, c'est que maintenant, effectivement, on a un gouvernement italien extrêmement puissant et influent, alors que historiquement, les gouvernements italiens étaient relativement secondaires et les Italiens qui comptaient, c'était plutôt les Italiens de Bruxelles. Donc, au sein de l'Europe, voilà. Oui, Monti, Draghi, avant Padoa Schioppa et d'autres. Et là, effectivement, on a un gouvernement qui a apparemment elle a joué un grand rôle pour obtenir des compromis d'Orban dans certaines négociations sur l'Ukraine. Elle se place vraiment au centre, au cœur du système avec von der Leyen. Et ça, c'est vrai que c'est une rupture qui permet à l'Italie finalement de retrouver le poids qu'elle devrait avoir démographiquement et économiquement. Madame Belin, puisque nous venons de parler des résultats français, est-ce que Giorgia Meloni se réjouit de l'annonce d'Emmanuel Macron, donc de ce virage à droite en France, puisque Giorgia Meloni avait été très courtisée par le Rassemblement national? En fait, je crois qu'il faut comprendre que les nationalistes, populistes, droite radicale ou extrême droite, quel que soit le nom qu'on leur donne et qui est varié, parce qu'en fait, ce sont des mouvements variés, ne sont pas unis. Et Giorgia Meloni s'est montrée très, très fine politique à Bruxelles et a en effet gagné beaucoup de marge de manœuvre au niveau bruxellois. Mais elle a aussi rejoint le consensus européen sur l'Ukraine, rejoint le consensus européen sur les États-Unis. Elle est assez atlantiste, finalement, Giorgia Meloni, et on voit bien que elle n'est pas toujours réjouie de se voir portée en héros par des droites qu'elle considère beaucoup plus radicales que la sienne et qui, en tout cas, sont plus ambiguës sur leur soutien à la Russie, sont parfois franchement anti-américains. Donc, toutes ces divisions que l'on retrouve au sein de toutes les droites nationalistes en Europe fait que leur union est en fait relativement peu probable. Et le constat qu'on peut faire ce soir, c'est qu'il y a un enseignement par pays. Alors là, évidemment, il y a une grande histoire en France. Mais quand on regarde l'enseignement au niveau européen, la grande majorité de coalitions entre le PPE, les sociodémocrates et peut-être Renew au milieu, même s'ils ont perdu des sièges, devraient pouvoir tenir. En réalité, ils devraient pouvoir être en mesure de trouver un poste pour, de se mettre d'accord sur la présidente de la Commission, sur le président du Conseil, sur le président, sur les postes les plus importants. Et donc, les équilibres, il y a plein de choses qui se passent, mais on ne peut pas forcément dire qu'il y a un renversement de table et qui transformerait, par exemple, fondamentalement la place de l'Europe dans le monde. Catherine Kluivert-Ashbrook, on a parlé un petit peu de l'ambiguïté parfois du positionnement de Meloni. On se demande, cette Meloni qui est patronne des Fratelli d'Italia en Italie et qui a donc un groupe important au Parlement, est-ce que c'est la même que la Meloni chef d'État qui est au Conseil européen? Est-ce qu'il y a une... Voilà. C'est ça justement la grande question. Et s'il y a une chose qu'il faut comprendre après ces élections européennes, pas des scrutins nationaux, c'est qu'il faut voir exactement quelles sont les motivations. Mais venons-en maintenant à la répartition des postes. Alors là, il y a une chose qui est certaine. On a là un Parlement européen beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, qui saura certainement mieux négocier tout cela pour voir qui accède au poste influent. Ça fait des semaines que l'on se pose la question de savoir si c'est Madame Meloni qui jouera un rôle si important au sein de l'Europe. Donc on voit que les choses ont changé. Avant, on disait, bon, en Europe, on envoie un peu les has-been. Entre-temps, les choses ont changé. Parce que lorsqu'il en va de la politique, lorsqu'il en va de la compétitivité, de la survie du modèle économique européen et de la sécurité intégrée, là, on parle de choses importantes. Les électeurs ne l'ont peut-être pas compris, mais au cœur de l'Union européenne, là, c'est très clair et Madame Meloni va faire très attention à la façon dont elle pose ses cartes. On a entendu Ursula von der Leyen
Leyen qui a parlé de rempart par rapport à l'extrême droite et l'extrême gauche. On l'a vu la dernière fois, elle avait une majorité stable et au bout du compte, ça s'est joué à 9 voix près. Donc voilà. Et les cartes sont rebattues. Nous avons une première projection, une première simulation de la composition du Parlement européen de 21h15. Alors quel est le nouveau visage du Parlement européen ? Oui, Nazan, le premier groupe au Parlement européen dans la prochaine législature, ce sera toujours le groupe du Parti populaire européen, le groupe de centre-droit, qui obtient 186 sièges ce soir, selon notre projection, suivi en deuxième position par le groupe des sociaux-démocrates. Ici aussi, pas de changement, 133 sièges. Et puis, la quatrième position, elle est probablement toujours, la troisième position, pardon, elle est probablement toujours pour le groupe libéral Renew, celui précisément d'Emmanuel Macron et de son parti, avec 82 sièges. Et puis derrière, on trouve le groupe CRE, donc précisément de Giorgia Meloni, avec 70 sièges. ID, le groupe de Marine Le Pen avec 60, et puis les Verts avec seulement 53, et la gauche radicale 36. Jusqu'à maintenant, il y avait clairement une majorité pro-européenne. Est-ce qu'elle va tenir au vu de ces visages ou est-ce qu'avec la poussée de l'extrême droite, ça va changer ? Alors, elle reste effectivement, cette majorité, elle est assez nette quand on cumule les trois forces du centre. On trouve à peu près 430 sièges, donc c'est une majorité très claire. La question, je pense qu'elle se pose en des termes un peu différents. La question, c'est quelles majorités, de fait, dans le Parlement vont s'imposer sur différents sujets. Et là, le grand fait marquant de cette soirée, c'est que si on cumule tous les partis de gauche et les libéraux, donc sans le Parti populaire européen, on obtient seulement de l'ordre de 350 sièges, et ça, c'est plus une majorité. Ce qui veut dire que la droite et l'extrême droite réunis pourraient bloquer à peu près n'importe quel texte au Parlement européen. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le Parti populaire européen, désormais, il est au centre du jeu. C'est l'électeur médian, c'est le député médian dans ce nouveau Parlement, et ils vont avoir une capacité de négociation relativement importante. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci Franck. Bah justement, on va aller à Bruxelles, on va retrouver notre correspondant sur place. Franck Dur ou Lionel? C'est Franck Dur ou Lionel? Je ne sais pas, c'est Franck Dur. Oui, Franck, bonsoir Franck. Donc vous êtes à Bruxelles. Les premières réactions à cette nouvelle projection du Parlement qui ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, effectivement, le PPE au centre du jeu, comme le disait François. Oui, tout à fait. La tendance se confirme. Les conservateurs l'ont emporté. Ils voient la confirmation de leurs politiques européennes depuis 5 ans sous le mandat d'Ursula von der Leyen dans l'hémicycle. Ici, les réactions vont dans ce sens-là. D'ailleurs, nous les entendrons bientôt, ces réactions. Les perdants, qui sont-ils? Sans aucun doute, ce sont les libéraux qui perdent 20 sièges par rapport à 2019. Un autre perdant, ce sont les Verts qui concèdent des grosses pertes, beaucoup de sièges perdus. J'ai échangé avec une parlementaire des Verts et je lui ai demandé pourquoi les Verts avaient tant perdu. Et en fait, elle m'a dit que c'était les jeunes sur qui les Verts avaient beaucoup misé ne votent plus Verts. En fait, ces jeunes ont en partie beaucoup voté pour les partis d'extrême droite. Ils ont été séduits par leurs publications sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'était une campagne agressive menée sur ces réseaux sociaux. Donc voilà un facteur d'explication. Merci beaucoup Franck. Je rappelle que vous étiez en direct de Bruxelles. Madame Kluivert-Ashbrook, quand on regarde le nouvel hémicycle, et ce n'est pas la composition finale, mais François nous a présenté sa première analyse, quand on regarde ce nouvel hémicycle, ce qui se dégage clairement, c'est que le PPE est le premier groupe politique. Et je crois qu'on peut dire que c'est un groupe profondément europhile, il n'est pas eurosceptique. Mais quand on regarde l'électorat, Franck Dur vient de le dire, que répondrez-vous à la question suivante?
Comment se positionnent les Européens et les Européennes aujourd'hui? Est-ce que c'est un vote eurosceptique? Nous venons de le voir déjà. Il faut regarder exactement ce qui se passe dans chaque pays. Est-ce qu'on a voté pour des droites populistes, pour des extrêmes droites? Partout, il y a eu une bonne participation, mais où ont été les voix? La candidate tête de liste des socialistes en Allemagne dit « on a perdu parce que la participation électorale n'était pas suffisante ». Alors toute l'Allemagne parlait du fait que les jeunes pourraient désormais voter à partir de 16 ans, que les jeunes électeurs sont très europhiles, mais elles sont pour l'Europe. Mais pour quelle Europe? Une Europe souveraine, une Europe fédéraliste? Parce qu'au bout du compte, la question est de savoir qu'est-ce qui peut motiver les jeunes pour aller voter. Visiblement, la motivation n'était pas très forte. On le verra plus tard avec l'analyse, mais ces jeunes électeurs, ils ont peut-être été motivés pour donner leur voix à l'AfD, donc à l'extrême droite plutôt qu'aux écologistes. Donc là, je crois qu'il y a effectivement eu un grand changement. En 2019, les élections européennes ont été les élections du mouvement écologiste des Verts, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements dans l'électorat, et les changements dans l'électorat, c'est pas toujours bien. On dit aux électeurs européens, vous ne pouvez plus travailler dans les énergies fossiles, dans les mines, vous devez maintenant passer à des emplois liés à l'intelligence artificielle, et pas là où vous êtes, mais ailleurs, il faut être mobile. Et donc on voit ces écarts géographiques aussi dans l'électorat. Frank-Walter Steinmeier, le président de la République fédérale d'Allemagne, l'a dit. Ce qu'on appelait la dynamique Est-Ouest avant existe maintenant de la même façon dans la dynamique zone urbaine, zone rurale. Et c'est là aussi que décisions ont été prises ce soir. Célia Belin, concrètement, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais ce serait pas mal de le dire. Quel dossier pourrait être affaibli, voire même rejeté? Quels dossiers européens peuvent être comme ça impactés par une extrême droite et une droite proche de l'extrême droite très forte? Je pense que là, on vient de le rappeler, la question climatique et les questions environnementales. Il faut savoir qu'il y a des grandes conférences qui arrivent sur la biodiversité, sur l'avenir des océans. Il y a la COP30 au Brésil. Il y a des grands rendez-vous sur les prochaines années qui vont être incroyablement impactés par ces résultats, puisqu'on le voit, les Verts sont en recul partout. En France, c'est flagrant, en Allemagne, en Espagne également, et où les progressistes, en général, tous ceux qui portent très fort ce projet d'action climatique. Et ça va avoir un impact nécessairement sur le travail de la prochaine commission, puisque qui va porter au pouvoir cette commission si c'est une grande coalition qui implique beaucoup de voix de la droite, voire d'une droite plus radicale, elle va être probablement contre. C'est une mobilisation qui est ancrée aussi dans la mobilisation des agriculteurs, qu'on a vu à de nombreux endroits à travers l'Europe. Mais c'est une mobilisation anti-action climatique qui va avoir un impact international très fort, en réalité, parce que l'Europe a fait quelque part la promesse depuis au moins 2015 et l'accord de Paris sur le climat, puis ensuite le pacte vert et la mise en place de politiques publiques sur le climat, de dire nous on est capable de faire un développement vert, nous on est capable d'apporter de la prospérité et de faire la transition énergétique. Si maintenant les électeurs rejettent massivement cette idée de cette transition énergétique et de la capacité en fait à emmener tout le monde vers la prospérité dans une transition, je pense que le reste du monde va s'en rendre compte. Et donc c'est tragique, mais c'est l'action climatique à l'échelle internationale qui est affectée par ce résultat. Nazan. Absolument, Madame Belin. Puisque vous parlez de la politique climatique, nous allons regarder le résultat électoral des Verts en France et en Allemagne. François, en France, les Verts ont tout juste réussi à passer la barre des 5% qui existent en France. En Allemagne, la situation est un peu meilleure, mais avec un net recul.
Oui, absolument, Nathan. En fait, les partis verts allemands et français, ils ont perdu dans l'ensemble à peu près la moitié des sièges dont ils disposaient dans le Parlement jusque-là. Le problème du groupe des Verts, c'est que c'est fondamentalement un groupe qui dépend énormément de quelques pays, la France et l'Allemagne en l'occurrence. Et puis donc, quand ces deux pays s'affaiblissent, quand les partis verts de ces deux pays s'affaiblissent, le groupe lui-même s'affaiblit énormément. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a d'autres pays, par exemple en Suède, au Danemark, mais aussi en Italie, en Espagne, en Croatie, où les Verts vont obtenir quelques sièges. Alors, pas beaucoup, mais ils vont obtenir 2 à 3 sièges de plus. Ils ont obtenu de bons résultats, voire peut-être même ils ont gagné l'élection, c'est le cas au Danemark. Mais pourtant, le groupe va presque être réduit, alors pas tout à fait de moitié, mais probablement d'un bon tiers. Et Monsieur Borras, avec ce que nous venons d'entendre, est-ce que vous direz que la vague verte de 2019 ne s'est pas matérialisée cette année, même s'il y a quelques succès électoraux? Oui, absolument. La vague verte, c'est du passé, c'est terminé. Mais j'aimerais évoquer un autre point. C'est vrai que l'agenda vert est moins porteur qu'il y a quelques années encore. On voit bien qu'il y a une espèce de basculement des priorités politiques, d'une politique très favorable au climat portée par les Verts il y a à peu près 5 ans, en direction de questions telles que politique industrielle, compétitivité et ainsi de suite. Mais le paradoxe tient au fait que on ne parle pas de la même chose dans les deux cas. En fait, ou plutôt, les deux enjeux sont liés quand même. L'avenir de la compétitivité européenne dépendra fondamentalement de la capacité de l'Europe à faire avancer l'agenda vert. Si, au contraire, cet agenda vert capote, si le pacte vert, on lui réserve un enterrement de première classe et on dit on va revenir à la vieille politique industrielle, aux industries du passé, aux énergies fossiles et tout ça, en fait, on hypothèque la compétitivité de l'industrie européenne. En d'autres termes, les deux choses sont liées. C'est peut-être le discours qui va devoir changer. Les progressistes devront parler un autre langage, peut-être ne pas dire des trucs du genre « il faut absolument investir dans les énergies vertes et les énergies renouvelables pour sauver le climat », ce qui n'est pas faux. Peut-être qu'il faudra tenir un langage disant « il faudra tout faire pour assurer la compétitivité future de l'industrie et de l'économie européenne ». C'est ce que veut faire le PPE qui dit qu'il faut changer le pacte vert, notamment l'interdiction des moteurs thermiques qu'il faut revoir. Oui, je crois vraiment qu'il faut avancer dans cette direction maintenant. Quant à savoir si le PPE saura se montrer cohérent et logique avec lui-même, ça reste à voir. Effectivement, il y a eu un recul. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas le choix. Ce serait une erreur colossale si les progressistes ou d'autres partis tiraient de ce scrutin la conclusion on enterre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il faut en revenir aux choses du passé, les vieilles industries, les vieilles énergies, les anciennes priorités de politique économique. Au contraire, le pacte vert, qui est d'ailleurs chose décidée, qui a été mis en place, qui est intégré aux droits et aux textes européen, il y a peut-être quelques ajustements à y apporter, mais il faudra le faire avancer, ce pacte vert, parce que sinon l'Europe deviendra de moins en moins concurrentielle par rapport aux États-Unis et à la Chine. Surtout par rapport aux États-Unis. Si Donald Trump est élu, il a dit qu'il serait dictateur dès le premier jour, et alors il a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, et puis qu'ensuite sur le marché, partout, il vendrait du gaz liquide qui viendra des États-Unis et que tout le monde voudrait l'acheter. En revanche, si il fait le contraire, eh bien, c'est peut-être la chance pour les énergies renouvelables, parce que l'Europe, là, a encore un petit avantage sur la Chine. Donc, c'est le moment pour la compétitivité européenne. Je crois qu'il faut raconter l'histoire différemment. Là, je crois que l'Europe a la possibilité d'agir et de mieux faire comprendre les choses aux consommateurs. Pour l'instant, on disait il ne faut plus prendre la voiture, il ne faut plus chauffer, etc. Rien ne va, tout ce que tu fais, rien ne va. C'était ça le message qu'entendaient les consommateurs. Le message doit être en fait diffusé différemment, expliquer que le problème est différent, mais qu'il y a aussi de nombreuses opportunités.
Et j'attends la fin de la traduction parce que c'est comme ça qu'on se parle en Europe. Merci beaucoup. On va passer à un nouveau résultat, François Hublet. C'est le résultat de la Pologne. La Pologne, évidemment, pays voisin de l'Ukraine, qui est dirigé depuis quelques mois par une coalition pro-européenne, mais où le PiS est quand même resté une force politique importante. Alors on en est où? Est-ce que Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen, est conforté, François? Oui, il est absolument conforté ce soir. En fait, c'est la première élection. Ce n'était pas le cas lors de l'élection qui lui a donné la présidence, enfin qui lui a donné le poste de Premier ministre l'an passé. C'est la première fois que la coalition civique de Donald Tusk arrive en tête, 38,2% depuis de nombreuses années. En deuxième position, on trouve effectivement le parti PiS avec 33,9%, en nette baisse, 11 points perdus depuis la dernière élection européenne. Et puis en troisième position, on a une alliance d'extrême droite, la Confédération, avec 11,9%, qui est en nette hausse. Mais c'est vrai que cette hausse, elle est en partie aussi le résultat probablement d'une perte d'électeurs des autres forces de droite. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Donald Tusk qui s'est exprimé très récemment, l'ancien président du Conseil, donc, qui vient de remporter ces élections dans son pays. Le gouvernement allemand n'a aucune raison d'être satisfait. Le gouvernement français a plutôt des raisons d'être dramatiquement triste. Parmi les grands pays ambitieux, parmi les leaders de l'Union européenne, la Pologne a montré que la démocratie triomphe ici, que l'honnêteté triomphe ici. C'est ici que l'Europe triomphe. Et en direct à présent de Varsovie, de la vieille ville de Varsovie, nous retrouvons notre correspondante Irmina Čísek. Bonsoir Irmina. Alors, Donald Tusk, reçoit un satisfecit de la part de ses électeurs. Alors, ces électeurs les voient comme celui qui a réussi à réconcilier la Pologne avec Bruxelles après des années de tensions quand les conservateurs étaient au pouvoir. Je parlais avec beaucoup de Polonais ici à Varsovie et il faut dire que c'est un terrain favorable justement à Tusk. Donc, je peux entendre que c'est un garant d'une Europe unie, d'une Europe forte et aussi que c'est un garant d'une Pologne forte au sein de l'Union européenne. Alors en même temps, Donald Tusk heureux de son retour, du retour de son pays en Europe, mais comment est reçue en Pologne l'annonce de la dissolution en France et la victoire écrasante du Rassemblement national face à Emmanuel Macron, le très européen Emmanuel Macron? Oui, effectivement, vu que c'est une victoire historique de Donald Tusk, on se concentre principalement sur ces résultats, mais les médias en Pologne remarquent aussi ce qui s'est passé en France et on peut lire que c'est un tremblement politique qui va affecter toute l'Europe. On peut lire aussi que même si face aux résultats, Emmanuel Macron n'avait pas réellement le choix et c'est une décision juste. C'est dommage pour la France et pour toute l'Europe. Et on s'inquiète, on s'interroge aussi sur la montée d'extrême droite et ses conséquences en ce qui concerne la politique envers l'Ukraine et envers la Russie. On s'inquiète qu'il y aura des changements radicaux, alors que justement le sujet de la sécurité est la principale préoccupation des Polonais. Merci beaucoup Irmina pour ce point en Pologne ce soir. Bonne soirée à Varsovie, merci. Monsieur Warlouzé, ce résultat en Pologne est tout de même remarquable, surtout en comparaison avec les résultats allemands et français. Donald Tusk, le chef du gouvernement, a donc été confirmé dans son action politique alors que Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont été sanctionnés. Quand on regarde maintenant le triangle de Weimar, ce format d'échange qui vient de connaître un renouveau, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, quelle suite pour ce format ? Je pense que
c'est aussi lié à ce qu'on avait dit à propos de Mélanie, c'est-à-dire qu'on passe dans une Europe où le couple franco-allemand ne suffit plus à épuiser la configuration des forces politiques en Europe. Et donc on doit maintenant compter avec l'Italie, avec la Pologne, qui s'est beaucoup réarmée, qui a joué vraiment un rôle fondamental avec la guerre en Ukraine et qui apparemment est en passe d'être la première armée conventionnelle, en tout cas du continent, avec ses achats massifs de tanks. On a vu aussi le rôle de l'Espagne là, récemment pour la reconnaissance de la Palestine. Donc on voit que oui, le couple franco-allemand, peut-être conjoncturellement ou structurellement, je ne sais pas, est légèrement affaibli. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est que ces élections aussi, c'est une phase supplémentaire qui est assez paradoxale dans le fait que l'extrême droite profite de l'Europe pour se dédiaboliser. Ça a déjà été le cas en Grande-Bretagne parce que c'est grâce aux élections européennes que UKIP avait pu obtenir des députés, donc de l'argent. Ça a été le cas pour plein de petits partis d'extrême droite qui ont profité des élections européennes pour se renforcer. Et là, c'est le stade ultime finalement de la dédiabolisation grâce à l'Europe où là, peut-être que l'extrême droite va arriver au pouvoir en France grâce à des élections européennes. Oui, ça devient un peu fou comme système. Piotr Bourras, comme le disait notre correspondante à Varsovie, Irmina Chisek, c'est le retour de la Pologne comme grande puissance de l'UE, c'est la réconciliation de la Pologne avec Bruxelles ce soir. Oui, la Pologne revient. Comme disait l'autre, c'est vrai que la Pologne fait partie de l'Union européenne. Elle n'est jamais vraiment sortie de l'Union européenne. Par contre, la Pologne avait quitté ou avait tourné le dos aux valeurs qui font l'Europe. Et depuis 6 mois, nous avons aux affaires un gouvernement qui défend et qui prend fait et cause pour les valeurs européennes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne et c'est bien que ce gouvernement au pouvoir ait été confirmé dans les urnes. C'est la première fois, je crois, de l'histoire que les forces libérales non seulement remportent les législatives, ça c'était en octobre passé, mais en plus ont été confirmées juste derrière par le scrutin européen, alors que pendant longtemps, le PiS est resté le parti dominant de la vie politique polonaise. Là, la configuration a changé et c'est un moment intéressant, un moment historique. Vous avez raison, la Pologne se retrouve un peu toute seule, comme ça, toute seule sur la grande scène, où jouent les grands alliés, triangle de Weimar. Il ressort très affaibli de la consultation. La question est la suivante. Est-ce que la Pologne ou est-ce que les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ou les pays d'Europe de Nord et d'Europe de l'Est peuvent prendre le relais par rapport au moteur franco-allemand? Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Ils n'en sont pas capables. Et le gouvernement Tusk, à mon sens, en tout cas, n'a pas vraiment les moyens, n'a pas les doctrines toutes prêtes pour réformer l'Union européenne, la faire avancer, la renforcer. Et il serait grand temps, d'ailleurs, que ce gouvernement choisisse de s'impliquer davantage et réfléchisse à la façon de sortir l'Europe de ce mauvais pas. Piotr Bourras, quel rôle a joué la guerre en Ukraine dans le vote de ce soir, à votre avis? La guerre a joué un rôle de premier plan. Simplement, en vertu du fait que la question de la sécurité, ça a été le thème de campagne numéro 1, mais aussi le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Il y a consensus en Pologne sur la question de savoir qu'il faut absolument aider l'Ukraine. Il y a consensus. Mais Donald Tusk a surtout endossé le rôle du grand défenseur de la sécurité de la Pologne pendant la campagne pour les européennes. C'est dans ce rôle-là qu'il souhaitait avoir l'aval de l'électorat polonais. Et le débat politique au niveau de la guerre en Ukraine, c'est la question de savoir qui est le mieux placé pour jouer le rôle de protecteur de la Pologne, qui est le mieux armé pour protéger la Pologne. Donald Tusk, apparemment, a su convaincre en tout cas son propre électorat et a su le mobiliser. Madame Belin, avant les élections, il y avait toujours ces craintes d'une ingérence russe, d'une campagne de désinformation. Et quand on regarde maintenant les premières projections du résultat polonais, est-ce que la Russie a manipulé ou pas?
Je crois qu'on sait depuis longtemps que la Russie manipule toutes sortes d'élections et dans toutes sortes de sens. Et il faut bien voir que son agenda est avant tout celui du chaos plutôt que celui de faire élire tel ou tel parti. Donc je ne ferai pas l'insulte des électeurs de penser qu'ils aient été manipulés. Je pense qu'il y a un véritable message politique derrière cela. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur la question du triangle de Weimar et de la Pologne qui serait sortie renforcée, ce qui est tout à fait le cas, et France-Allemagne affaiblie. Il faut bien voir que la France, de par ses institutions, n'est affaiblie que de manière relative. Le président français, grâce aux institutions de la Ve République, garde de très grandes marges de manœuvre, même quand il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, même éventuellement s'il est en cohabitation. Et puis là, le coup de poker d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et peut-être de passer directement à des législatives, c'est pour lui aussi le moyen de surmonter cet échec flagrant et de dire on n'en parle plus, quelle que soit la majorité qui ressorte, il passe à autre chose, il reste président et probablement, en réalité, à cause des législatives françaises et du système français, il y a peu de chances qu'il y ait une majorité écrasante pour le Rassemblement national au 7 juillet. Et du coup, il pourra dire maintenant que j'ai de nouveau les coups des franches. On ne parle plus de l'élection européenne, on parle seulement de celle qui vient de se produire. Et puis, on repart pour un tour. Et il faut bien voir qu'Emmanuel Macron est un président maintenant qui a de l'expérience en Europe, donc qui va continuer à compter au Conseil, qui peut encore, une fois grâce aux institutions françaises, faire de grands choix de politique internationale, même sans majorité. Donc, je pense qu'on ne peut pas conclure des résultats de ce soir l'idée que la France serait durablement affaiblie ou même son président. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de changements, mais ce que je crois, c'est qu'il a fait un coup de poker en se disant « je reviendrai renforcé pour pouvoir compter sur le choix encore une fois, président de la Commission, président du Conseil, mais aussi quelle grande politique pour l'Europe, stratégie industrielle qui est sa priorité, soutien à la guerre en Ukraine, etc. Et c'est ça, finalement, qu'il essaie de faire avec cette dissolution, à mon avis. Aber reicht, also die Frage wird sein, Piotr Buras hat es angesprochen, was dahinter steht, was vielleicht hinter diesem Aufruf für sich auch il y a une autre question qui se pose. Pour Donald Tusk, c'est la chose que nous avons déjà abordée tout à l'heure, celle de l'élargissement des réformes institutionnelles. Car tout cet agenda que nous avons abordé, ça représente déjà énormément pour une Europe qui, pendant un certain temps, restera sous tension. Mais cela montre que c'est le système qui est compliqué. Si on peut se réjouir de la victoire de Donald Tusk, nous voyons néanmoins à quel point il est difficile de renverser les systèmes pour les ramener à des structures démocratiques qui fonctionnent. Ça, ce sont les difficultés des derniers mois. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour la suite? Par exemple, pour les traités européens, faudrait-il les modifier? Ça passerait par des référendums européens, mais de quoi avons-nous besoin pour renforcer la prééminence du droit et pour pouvoir parler ensuite d'un élargissement de l'Union européenne en dehors de toutes les questions déjà abordées? Donc ça, ce sont d'autres grandes questions qui se posent. Donc la constellation n'est pas facile ce soir, on le constate, et je ne vois aucun homme d'État, aucune femme d'État qui dit on va faire ça maintenant au sein de l'Union européenne, et c'est ça qui m'inquiète. Voici les analyses de Madame Kluwer-Ashbrook. Nous voulons maintenant retrouver notre correspondant Lionel Julien à Bruxelles parce que nous attendons avec beaucoup de suspense une simulation mise à jour du Parlement. Quelle est l'ambiance à Bruxelles? Écoutez, l'ambiance est toujours la même, on attend évidemment, mais on est quand même
plus avancé quand même que tout à l'heure, puisque les choses s'affinent évidemment. Donc on est plus dans le tout change pour que rien ne change finalement. Et on attend les derniers chiffres qui arrivent. On a vu les chiffres de la Hongrie qui étaient tombés aussi, donc qui sont pas si bons que ça pour le Fidesz, etc. Donc voilà, le problème c'est est-ce que c'est une voie presque royale, j'allais dire, pour Ursula von der Leyen, ça n'est pas sûr. Ça risque plutôt d'être, c'est pas la voie rêvée qu'elle attendait, de reconduire sa coalition avec les socialistes et les libéraux, même si mathématiquement elle le peut, mais il y a une poussée d'extrême droite quand même dont il faudra tenir compte. Donc ça sera une voie plutôt contrainte, même si encore une fois Ursula von der Leyen a repris sa sainte trinité pour travailler avec moi, il faudrait être pro-ukrainien, pro-démocratie et pro-européen. Donc ce qui exclut par exemple idées, dont le Rassemblement national, pour l'instant, voilà, mais ce qui inclut Giorgia Meloni et les Fratelli d'Italia. Donc on verra. Vox serait aussi dans cette position-là, à être inclus dans cette coalition future, etc., puisqu'elle a participé au gouvernement européen depuis 5 ans déjà. Mais l'ambiance est évidemment à l'attente. Oui, et nous attendons à tes côtés. Dès que nous avons les nouvelles projections, nous allons les analyser avec François. Merci beaucoup, Lionel, à Bruxelles. Alors évidemment, on l'a dit un petit peu, mais cette élection est majeure pour la place de l'Europe dans le monde d'aujourd'hui. Catherine Kluivert-Hachbroek, je rappelle que vous êtes germano-américaine. Forcément, vous pose la question, imaginons Donald Trump élu en novembre prochain. Est-ce que cette Europe qui braque tout à droite, c'est une aubaine, une opportunité pour lui ? Oui, il l'a écrit dans son programme électoral. Du moins, ce qui a été rédigé pour lui dans le projet, c'est « Nous avons besoin d'une nouvelle Europe et nous avons besoin d'autres partenaires en Europe. » Et les partenaires qu'il souhaite, ce sont les pays d'Europe de l'Est. Et le chef de la Heritage Foundation a dit « La Hongrie ». C'est cela qu'il nous faut pas comme partenaire. Et bien entendu, c'est tout ce qui motive les partis d'extrême droite. Également, donc une Europe chrétienne, pas cette Europe de la culture, pas cette Europe inclusive. Et Donald Trump, pour d'autres raisons que les Chinois et les Russes, va essayer de diviser les Européens. Parce que lui, il a une vision du monde qui est très marquée par des idéologies. Tout ça doit être bien cadré par une idéologie, mais lui, il veut modifier tout le système. Lui, ce qu'il veut, c'est une sorte d'autocratie. Et là, il y a certains modèles européens qui vont certainement l'aider. Du moins, il pourra l'instrumentaliser pour faire valoir ses intérêts. Ça peut se faire de différentes façons. Ce qu'il souhaite, c'est se retirer de certaines institutions des institutions, par exemple, que les États-Unis représentaient et appuyaient de plus de 80 ans, et puis surtout l'OTAN, qu'il souhaite en quelque sorte endormir. Ça veut dire pour l'Europe qu'elle doit déployer beaucoup plus d'efforts, surtout donc pour combler les écarts en matière de protection et de sécurité, et puis surtout quelle sera l'issue de la guerre en Ukraine. Et puis ensuite, sur le plan économique, il va chercher des partenaires qui l'aideront dans sa logique, surtout contre la Chine qui est son grand ennemi. Donc ce qu'il voudrait, c'est un autre positionnement de l'Europe, et il ne veut pas que ce soit l'Europe qui détermine les choses, mais les grandes puissances. Et on me dit que nous avons une nouvelle projection. Voici le nouveau visage du Parlement européen. Nous reprendrons notre discussion. François, c'est la version actualisée de la simulation de la composition. Qu'est-ce qui a changé ?
Alors quelques sièges en plus ce soir pour le Parti populaire européen dans notre dernière projection, donc, qui sont donnés actuellement à 189 sièges. Alors ce serait 2 sièges de plus que dans le Parlement post-Brexit, donc une légère progression. Le PPE ce soir vainqueur clair, hein, au moins des 2 vainqueurs clairs, disons, de cette élection. Ensuite, en deuxième position, on a le groupe des socialistes et démocrates, hein, toujours position inchangée, 135 sièges, aussi légère augmentation. En troisième position, le groupe des libéraux, Renew, avec 80 sièges. Alors c'est encore un peu moins bien que dans la projection précédente. On voit que cette élection n'a pas seulement coûté à Emmanuel Macron disons un pari politique risqué, il a aussi amené à un net affaiblissement des libéraux qui perdent plus d'une quinzaine de sièges. Et puis ensuite vient le groupe des conservateurs et réformistes européens avec 72 sièges. C'est le groupe de Giorgia Meloni qui lui est en nette hausse, hein, avec actuellement 8 sièges en plus que dans le Parlement actuel. Ensuite, on trouve à la position suivante le groupe ID, hein, le groupe d'extrême droite de Marine Le Pen, 58 sièges. Alors c'est moins parce que l'AfD a été exclue récemment et que donc ils ont perdu un petit peu de leurs troupes. Et puis juste après, hein, ID est talonné par les Verts avec 52 sièges, un autre grand perdant de ce soir, hein, notamment en France et en Allemagne. Et puis enfin le groupe de la gauche, GUE-NGL, avec actuellement 36 sièges aussi en légère baisse. Monsieur Warlouzé, quand on regarde ce résultat, on voit en tout cas que l'extrême droite populiste a engrangé beaucoup plus de voix qu'en 2019. Est-ce qu'ils ont automatiquement plus de pouvoir? Oui, alors je pense, donc il y a l'enjeu, et d'ailleurs Célia l'a rappelé, c'est est-ce que effectivement on va garder une grosse coalition centriste malgré la progression de l'extrême droite? Donc tout le monde pense que oui, parce que bon voilà, il y a toujours une coalition centriste qui reste numériquement plus forte, et l'extrême droite est divisée entre les pro-atlantistes, les anti-atlantistes. Mais il faut voir que dans certains pays, par exemple l'Italie, plusieurs types d'extrême droite gouvernent ensemble, hein, Meloni plus Salvini. Et depuis 2001 en fait, hein, enfin pas sans interruption, mais 2001, premier gouvernement avec l'extrême droite au pouvoir en Italie, Berlusconi, plus les ancêtres de Meloni et de Salvini. C'était Bossi et puis c'était Gianfranco Fini, donc déjà les fascistes et puis la Ligue du Nord. Donc ils ont bien gouverné ensemble en fait, hein. Donc dire que l'extrême droite, la droite radicale ne gouvernera jamais ensemble, oui sans doute il n'y aura pas une grande coalition au niveau européen, mais ils l'ont déjà fait. Ça aura une influence pour les textes. Donc on a parlé des migrations, on a parlé de l'écologie. Si Trump arrive au pouvoir, est-ce qu'on arrivera à augmenter massivement notre soutien à l'Ukraine alors que des groupes qui sont hostiles au soutien à la guerre en Ukraine vont arriver au pouvoir plus en masse au Parlement européen? Que voudra faire le PPE, puisqu'on a bien vu que c'était le groupe charnière. Donc tout ça, c'est quand même un changement. Et effectivement, comme l'a dit Célia ou Katharina, on n'est pas dans un système où on a un bouleversement comme voilà, type élection française ou américaine. Mais on a quand même une inflexion forte et qui pourra poser des problèmes si on n'arrive pas à soutenir l'Ukraine, si Trump arrive au pouvoir et qu'on n'arrive pas à doubler financièrement notre soutien à l'Ukraine, pour compenser le manque américain. Une des questions qui revient souvent dans les partis, enfin les gens qui vont voter pour ces partis d'extrême droite, c'est l'Europe ne nous écoute pas, nous ne sommes pas représentés. Ce que vous expliquez, c'est que malgré tout, on aura un gouvernement centriste qui va tenir, il ne va pas y avoir de grands bouleversements. Est-ce que finalement, on ne va pas dans leur sens en disant bah oui, vous pouvez voter ce que vous voulez, mais nous, on va tenir au centre? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On l'a dit quand même, interdiction des voitures thermiques en 2035, c'est ce qui était prévu, on va peut-être revenir en arrière. Il y avait eu un règlement sur les pesticides aussi qui a été rejeté en 2023, déjà avec le même Parlement, mais simplement parce qu'il y a eu des manifestations agricoles. Donc on a bien vu quand même que déjà le Parlement, même sans élection, était quand même réactif au changement, aux mobilisations, bon, en tout cas de certains groupes. Et là, on l'a quand même dit, mesures écologiques, guerre en Ukraine, il y aura des changements fondamentaux. Il y a aussi les aspects peut-être de politique industrielle dont a parlé Piotr, parce que les partis de droite radicale ou d'extrême droite sont à la fois hostiles au libéralisme, mais ils sont aussi hostiles à l'Europe industrielle, et d'ailleurs aussi à l'Europe sociale, à l'Europe environnementale. Donc est-ce qu'on aura plus ou moins d'Europe industrielle? Qu'est-ce qu'on va faire de la taxe carbone, enfin du mécanisme européen de compensation carbone? Ça, on reste dans l'inconnu. Donc il y aura quand même des conséquences concrètes.
Le pacte migratoire aussi, peut-être qui vient d'être adopté, peut-être qui va être renégocié dans un sens plus strict. Et puis libre à eux de faire des coalitions. On voit bien que c'était le cas pour le Rassemblement national. Les élus arrivent à Bruxelles et en fait sont très attentistes, sont beaucoup dans l'opposition et ne jouent pas l'action des groupes et puis ne jouent pas les coalitions, peut-être parce qu'ils ont leurs propres problématiques à la maison en s'opposant en national au gouvernement majoritaire. Mais en fait, c'est un jeu parlementaire. Ils peuvent rentrer dans des coalitions et c'est peut-être comme ça. Donc on sait que Meloni est assez forte pour faire ça. Les Italiens réfléchissent, par exemple, à apporter leur soutien ou pas à von der Leyen pour être reconduite dans son poste de présidente de la Commission. C'est une manière de gagner des marges de manœuvre. Pour le moment, il y a quand même encore une grande partie de la droite radicale, des nationalistes, qui, au fond, ne font pas le travail législatif qui pourrait les amener à prendre des grandes décisions. Donc, du coup, c'est les électeurs qui leur ont donné leur voix. C'est peut-être juste pour être dans l'opposition et pas tant au niveau européen pour gouverner. Si je peux me permettre de compléter, ces chiffres montrent surtout qu'il n'y a pas eu de révolution. La grande révolution n'a pas eu lieu concernant le Parlement européen. Sans vouloir sous-estimer les changements constatés ce soir, ces changements sont importants, mais il ne faut pas en exagérer la portée. Il n'y a pas eu de révolution. Ceci étant posé, ce n'est pas rassurant pour autant parce que ces changements, ce qui compte vraiment, les changements qui vont certainement transformer l'Europe bien plus en profondeur, ils sont encore à venir et ils sont là en germe pour l'instant. Ils ont été esquissés avec ces résultats au niveau national. Par exemple, cette année, nous allons avoir des législatives en Autriche. Le FPE, le parti d'extrême droite autrichien, va certainement arriver au pouvoir, occuper le poste de chancelier. Il y aura des élections en République tchèque. Il y aura peut-être un gouvernement qui va changer de cap en matière de politique vis-à-vis de l'Ukraine. C'est possible. Et comme nous venons de l'apprendre, il va y avoir des législatives en France. On ne sait pas encore quelle en sera l'issue, mais je crois que ce que montre bien le résultat du scrutin de ce soir, c'est qu'il y a de nouvelles réalités politiques qui se sont faites jour en Europe, mais les conséquences sont encore à venir. On ne va les constater que dans les mois et les années qui viennent. Donc le Parlement européen et sa composition, c'est certes important, mais les changements au niveau du Conseil, par exemple, ça c'est encore à venir. Et ça impactera beaucoup plus l'Union. Ce sont les électeurs qui décident, les citoyens européens, et nous allons justement jeter un œil sur la participation. François, il y a eu de grands écarts entre pays membres. En France et en Allemagne. Quels sont les chiffres ? Alors les chiffres, c'est ceux d'une augmentation de la participation qu'on observe dans beaucoup d'États membres ce soir. On le voit ici avec le chiffre de la France, 51,6%. Alors c'est pas une augmentation énorme, mais c'est une augmentation quand même d'1,5 point par rapport à l'élection précédente. Et puis il y a aussi une augmentation en Allemagne dans des proportions un petit peu différentes. En fait, une augmentation un petit peu plus forte, puisqu'on parle, il me semble, de 2,6%. On le voit à l'écran, de 2,6 points. Et puis, alors ce qu'il faudra savoir, je pense, au cours de la soirée, et on le verra peut-être même plus tôt dans la semaine qui vient, c'est si ces résultats ont profité ou pas, notamment aux forces d'extrême droite. C'est vrai que si on regarde un département en France comme les Alpes-Maritimes, qui vote en général assez à droite, il était avec une participation de seulement 49% la dernière fois, et là je crois qu'on annonce quelque chose comme 54%. Donc on va voir si ça se confirme ou pas, mais les départements qui votent fortement à l'extrême droite ont l'air d'être peut-être un peu plus allés voter ce soir, en France en tout cas. François, quelles sont les conclusions finales? Quelles leçons tirées de cette soirée électorale? Nous avons passé en revue tous les résultats, mais peut-être qu'il y a 3 ou 4 grandes tendances qui se dégagent clairement.
La première tendance, c'est vraiment la victoire du PPE, hein, c'est assez clair. C'est un des seuls groupes qui augmente sa part de voix et qui va avoir cette marge de manœuvre qu'il n'y en avait pas forcément dans la précédente législature, où c'était plutôt les libéraux qui étaient dans une position centrale. Donc cette victoire du PPE ce soir, elle est assez claire. Ça devrait renforcer Ursula von der Leyen, mais aussi lui donner beaucoup de travail pour constituer une coalition autour de sa personne dans les semaines qui viennent. Et puis l'autre information, la deuxième information peut-être, c'est la défaite de deux autres groupes centristes, hein, le groupe des libéraux et le groupe des Verts, qui voient leur position fortement affaiblie, puis qui se retrouvent de plus en plus poussés à gauche de l'hémicycle. Et puis je terminerai évidemment avec l'évidence qui est cette croissance de l'extrême droite. Alors croissance de l'extrême droite qui fait vraiment un effet assez massif en France, hein, où c'est le Rassemblement national qui l'emporte et puis qui force d'une certaine façon, en tout cas qui amène, pour le dire plus simplement, Emmanuel Macron à dissoudre. Mais finalement c'est peut-être le groupe de Giorgia Meloni qui va vraiment grossir le plus et avoir non seulement plus de sièges mais plus d'influence. Ça on le verra dans les jours qui viennent, notamment avec l'élection de la présidente de la Commission, mais en tout cas, les CRE sont aussi l'un des grands vainqueurs de ce scrutin. Merci François. Dankeschön. Merci François. Et je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, Nazan, non? Oui, c'est ça. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Nous avons tenté de tirer les premiers enseignements et on aura bien compris que beaucoup reste à faire et à comprendre dans les semaines à venir. Absolument, ça c'est très clair. C'est une soirée véritablement européenne qui s'achève et comme Marie l'a dit, nous allons voir comment l'Union européenne va devoir se repositionner à l'avenir, quel sera le rapport de force vis-à-vis de la Chine, des États-Unis. Les défis sont immenses, il y a beaucoup à faire. Merci également à vous qui avez suivi toute cette soirée. On l'avait dit et on l'a bien dit, une soirée historique pour l'Europe. Alors il reste encore, on l'a dit, la nomination et on va dire l'approbation du ou de la présidente de la Commission européenne et tous les top jobs dont on a parlé, comme on dit à Bruxelles. Des semaines de négociations qui s'annoncent. Sachez aussi que la rédaction d'Arte vous donne rendez-vous demain, dès aujourd'hui, dès tout de suite, sur notre plateforme pour d'autres analyses. C'est sur arte.tv. Puis demain, donc, à 19h45, Arte Journal sera entièrement consacré à cette nouvelle Europe qui vient de se dessiner ce soir. Cette édition sera présentée par Damien Vanner. Voilà, en attendant, on vous souhaite à tous une bonne nuit. Au revoir Nazan. Au revoir, merci. Marie. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.